C'est l'été, je suis en vacances, mais je vous laisse pas tomber. Je vous ai sélectionné des épisodes de podcasts que j'aime bien, animés par des gens que j'aime bien et que je vous recommande d'aller écouter. Là, c'est un épisode de Soif de Sens, c'est le média lancé par Pierre Chevel. J'utilise énormément le GIEC à toutes les sauces, pour preuve, comme argument de poids, comme guide même. Mais je me rends compte que je vous ai jamais fait d'épisode pour comprendre comment ça marche et les secrets du GIEC. Alors j'en profite parce que Pierre a fait exactement ça avec Valérie Masson-Delmotte, la star française du GIEC. Je vous recommande vraiment sa chaîne Soif de Sens, à retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Ça parle écologie avec un prisme social que je trouve hyper intéressant. Bonne écoute! Bienvenue dans Soif de Sens, le podcast qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'on est à la recyclerie avec du public. Est-ce que vous êtes chaud, la recyclerie ? Je crois qu'ils sont chauds. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille la scientifique Valérie Masson-Delmotte pour parler des coulisses du rapport du GIEC et de ce que dit la science sur le futur de l'humanité. Un max de bruit pour Valérie, s'il vous plaît! Bienvenue Valérie, salut Valérie. Merci de l'invitation, il n'y a pas mieux pour un samedi pluvieux. Oui, je me disais que tu devais t'ennuyer dans ta vie, tu n'avais pas fait trop d'interviews, tu avais envie d'avoir quelque chose un samedi après-midi et de faire 1h30 de RER pour nous, vraiment, merci beaucoup. Alors tu as un sacré CV, donc je commencerai par te présenter sobrement en disant que le magazine Time t'a classé en 2022 parmi les 200 personnes les plus influentes du monde. Donc voilà, vous n'avez pas n'importe qui devant vous, messieurs, dames. Avec mon collègue chinois avec lequel j'étais coprésidente d'un des groupes du GIEC. Tout à fait. Bon, alors dans le top 400, on va dire. Concrètement, tu es physicienne et paléoclimatologue, c'est-à-dire que tu étudies l'évolution du climat. Tu es désormais directrice de recherche au CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et tu as notamment été coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC pendant 8 ans. Le GIEC, G-I-E-C, pour les gens qui débarquent dans l'écologie, ça veut dire G, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. Donc c'est des milliers de scientifiques du monde entier qui se mettent d'accord sur où en est la science sur le climat, quels sont les risques et comment on peut agir. Autrement dit, les rapports du GIEC, c'est juste tout simplement parmi les documents les plus importants pour essayer de garder une planète habitable. Voilà. Pour commencer, quand tu es paléoclimatologue, j'imagine que ton rêve, c'est d'aller carotter au Groenland, par exemple, c'est-à-dire extraire des méga tubes de glace jusqu'à 3 km de profondeur. Donc c'est une glace vieille de 800 000 ans pour pouvoir voir les strates des différentes époques qui se superposent et étudier l'évolution du climat. Est-ce que tu te souviens de ta première excursion en région polaire pour aller faire des carottes glaciaires ? Oui, j'y ai été 2 fois pour 2 programmes de carottage au Groenland. Alors malheureusement, de carottage. Ouais. Ça c'est quand on raquette à l'école, hein, c'est pas. Donc en fait, l'objectif c'est mettre en commun les ressources dans ce cas-là de scientifiques d'une dizaine de pays pour au milieu de rien, c'est-à-dire on est au milieu de l'Inland 6, la grosse calotte de glace du Groenland. On établit un camp provisoire qui va permettre de faire vivre à peu près une trentaine de personnes pendant la période d'été. Et donc on va aller extraire des cylindres de glace de plus en plus profonds, de plus en plus anciens, sur à peu près 3000 mètres d'épaisseur. Qu'est-ce que je peux raconter ? Je peux raconter que... Tu devais être surexcité la première fois, j'imagine. Je sais pas, c'est pas ton rêve quand t'es paléoclimatologue de faire ce genre de truc ? Alors moi, au départ, j'ai travaillé plutôt côté modélisation, c'est-à-dire au chaud, dans un laboratoire. Et le travail de paléoclimatologue, je dis que c'est un petit peu un travail de détective. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de reconstituer comme un peu un puzzle l'histoire du climat de la Terre, et chaque endroit du monde, on va trouver des archives, et faire parler ces archives, ça rajoute une pièce de puzzle. Et donc on reconstruit finalement en 3-4 dimensions le film de l'histoire du climat de la Terre. Donc en fonction du temps, mais aussi de l'équateur jusqu'au pôle, et puis du haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan. Donc effectivement, aller sur le terrain, c'est chouette. Ouais. C'est chouette, mais c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que quand on participe à un projet comme ça, il a été imaginé parfois 10 ans avant. Donc c'est quelque chose parfois qu'on se passe même d'une génération de scientifiques à l'autre. Ouais, à ce point-là. Ok, c'est trop intéressant. Parce que moi, je trouve que ça pourrait être un sujet qui est hyper chiant, mais comme tu es passionné,
Du coup, c'est passionnant et je suis là. Alors, faut imaginer le décor. Hein. On est au milieu de la calotte du Groenland. Ouais. Donc, on y va depuis le Danemark. Hein. Donc, on va d'abord sur un petit village en fait qui a un aéroport international sur la côte du Groenland. Et puis ensuite, on utilise des gros porteurs américains, des C-130 Hercules, pour emmener le matériel et les gens et atterrir avec des skis sur la glace. Donc, il y a une empreinte carbone de la recherche polaire qui est pas zéro. Notamment par les déplacements des personnes, par l'énergie qui est nécessaire pour faire vivre un camp. Quand en été, on a des températures merveilleuses, quand on s'enfouit dans la glace de l'ordre de moins 30 degrés. Parce qu'en fait, si on reste en surface sous les tentes, il fait trop chaud. On est en été. Et donc, pour travailler, en fait, on creuse des sortes de cavernes dans la neige qu'on referme. Comme ça, on est protégé du vent, de la neige soufflée. Et on travaille avec la température moyenne annuelle qui est autour de moins 30 degrés. À 50 ans, quoi. Voilà. C'est trop bien. Comme ça, nos échantillons, quand les sorts fondent pas, et on peut aussi faire un certain nombre d'analyses sur le terrain. Et donc, quand on y va l'été, c'est le jour permanent, puisqu'on est près du pôle Nord, en fait. On a donc le soleil qui est présent jour et nuit. On a de l'air, en fait, qui contient des petits cristaux de glace parfois et qui fait des halos autour du soleil. C'est très beau à voir. On a de la neige qui est de la neige de climat froid, en fait, sec. Et donc, quand on marche, on a ce crissement, vous savez, de la neige qui se tasse sous les pieds. C'est la première chose, moi, qui me vient. Et puis la deuxième chose, c'est la chaleur humaine. Parce qu'en fait, on est au milieu de rien. Donc, on recrée une sorte de petite communauté de gens qui se connaissent pas nécessairement au départ. Ou, la hiérarchie des compétences. La personne qui sait faire marcher le générateur, c'est la personne la plus importante. On a aussi une personne très importante qui est la personne qui fait à manger pour le moral des troupes. Et après, les lieux où on dort, c'est des tentes en fait, des sortes de tentes en forme de tunnel en U avec des lits superposés. Et donc, on cohabite à plusieurs avec des scientifiques de plein de pays différents. Et il y a ce côté très chaleureux. Et donc, on a le rituel scandinave qui consiste à bosser beaucoup. Et puis faire la fête le samedi soir, ça permet aussi de faire catharsis en fait, sur toutes les tensions, les frustrations qu'on peut accumuler au quotidien, et repartir pour une nouvelle semaine de travail. Donc t'as fait des gros stuff sur la banquise. Moi, c'est ça que je retiens. Alors c'est pas la banquise c'est l'eau de mer gelée. Là, on est sur 3000 mètres de neige accumulée au fur et à mesure du temps. Ok. En même temps, il fait jour, donc tu fais la teuf de jour, quoi. C'est marrant. Et après, c'est un travail qui est très répétitif, c'est-à-dire on arrache en fait ces morceaux de glace successifs. Et puis quand on commence à sortir les morceaux de glace, faut les mesurer, les découper, les empaqueter. C'est un peu l'usine, l'usine d'emballage. Et de plus en plus, avec le progrès des méthodes, on est capable de faire des mesures sur le terrain de plus en plus sophistiquées, et donc d'avoir déjà une première information scientifique qui arrive. Alors là, c'est chouette, quoi, parce que c'est un petit côté découverte. Trop bien. Donc en fait, tu fais des colis au Groenland, c'est ça Et après, c'est rapatrié donc par avion jusqu'à la côte du Groenland, et après, ça part dans le transport frigorifique avec les crevettes et les poissons congelés. Non, mais c'est vrai, qui arrivent en Europe, et là, on sait que ça va être bien conservé, comme il y a une valeur commerciale. Une petite odeur de crevettes sur la carotte glaciaire. Ah, c'est incroyable. Bon, du coup, j'ai peur que tu vends tellement bien le truc là, il y a tout le monde qui va aller au Groenland. Alors pour l'empreinte carbone, c'est nul. Donc rappelez-vous que la viande n'est pas ouf. Donc tu étais chercheuse sur le terrain et effectivement en labo. Je me demandais comment tu es devenue membre du GIEC. Est-ce que tu as reçu une lettre d'admission du GIEC en mode Harry Potter avec Poudlard? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors les membres du GIEC, en réalité, c'est les pays. Groupe intergouvernemental. Le GIEC, c'est une co-construction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est répondre aux questions que se posent les représentants de tous les pays par rapport au changement climatique, aux risques et aux leviers d'action possibles, d'une manière qui soit scientifiquement rigoureuse, complète, objective et neutre. Le GIEC fait pas de recommandations. Pour la partie physique du climat, ma partie, la partie impact, risque et options d'action pour l'adaptation. Et puis enfin, la partie qui est qu'est-ce qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre et comment les réduire. C'est les 3 grands volets. Et donc, le GIEC fait des appels à candidature pour chacun des rôles à accomplir. Et donc, en 2007, donc j'ai participé au 4e rapport du GIEC comme auteur principal d'un des chapitres sur les climats passés. Donc là, l'appel a circulé dans les labos, je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, ça a l'air chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé lire les premiers rapports du GIEC parce que ça donne de la profondeur, ça permet de s'approprier l'état des connaissances. C'est vraiment quelque chose qui est passionnant. Puis après, en regardant les limites des connaissances, ça nourrit ma propre recherche parce qu'on a envie d'apporter des réponses aux choses qu'on connaît pas bien. Donc là, j'ai été un des auteurs parmi autrices
sur à peu près 200 scientifiques organisés dans un chapitre sur les climats passés. Là, c'était vraiment ma partie. Ouais. Après, donc le coup suivant pour le 5e rapport, j'ai posé ma candidature pour coordonner le chapitre sur les climats passés. J'ai été retenue. Mais pour moi, c'était invisible le processus. Donc, on envoie la candidature, on se dit, bon, jamais je serai retenue. Puis plusieurs mois après, on reçoit une lettre sympa ou un coup de fil qui dit, voilà, vous avez été retenu pour faire ça. Vous confirmez que vous avez bien la disponibilité pour le faire. Là, on se dit, ouh. Ouais, parce que ça dure 6-8 ans et c'est bénévole. Donc, Alors, rédiger un rapport, c'est un engagement sur 3 ans, pas mal le soir, le week-end, enfin, ça prend pas mal de temps. Et c'est vraiment parcourir la littérature scientifique pour collectivement, en fait, faire le point sur voilà, les choses nouvelles qui ont pu remettre en cause ce qu'on savait précédemment, les avancées, les choses plus robustes, ou alors les controverses scientifiques, et puis ce qu'on peut pas évaluer parce qu'on n'a pas assez de connaissances. En gros. Okay. Et donc chaque chapitre va être lu par des centaines d'autres scientifiques qui vont faire des milliers de commentaires. Et on en tient compte et ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus robuste que le travail, une étude donnée en fait. C'est ça qui donne la profondeur. Il doit être horrible à corriger avec tous les commentaires de tout le monde. Les fichiers Excel et les documents Word qui circulent dans les différentes régions du monde où chacun met ses commentaires puis au bout d'un moment évidemment ça crache. Alors, et les bases de données biblio avec des milliers de références. Ouais. Enfin voilà, donc ça donne un peu une idée du travail. Ouais. À la fin, donc le résumé à l'intention des décideurs, il est vraiment important parce que c'est un socle scientifique commun. Qui va être reconnu par tous les pays. Et donc, il fait même l'objet d'une relecture spécifique par les représentants de tous les pays et d'une approbation, mot par mot, phrase par phrase, avec les représentants de tous les pays. Alors, c'est un super contrôle qualité. Chaque phrase est scrutée par rapport à l'évaluation approfondie pour s'assurer que ça reflète de manière équilibrée, juste et puis pertinente les points clés. Alors là, j'ai vu l'autre volet, l'envers du décor que je connaissais pas comme autrice d'un des rapports. Je me souviens pour le 5e rapport du GIEC d'avoir entendu l'Arabie Saoudite et ses représentants pendant plusieurs heures remettre en cause la première phrase du préambule de l'époque qui disait les sciences du climat, c'est basé sur des observations, des méthodes d'analyse, des avancées théoriques, de la modélisation, des scénarios et des projections, et il suggérait de dire non, c'est basé sur des hypothèses. Vous voyez, c'est surprenant. Le genre d'exercice qui est là, où en fait on peut avoir dans certains cas des représentants qui auront la mission finalement d'essayer d'affaiblir certaines des conclusions, ou bien d'aller chercher, et ça c'était le côté positif, des choses que nous on n'avait pas mises en avant, mais qui sont importantes. Par exemple, on avait mis en avant un climat qui change à l'époque dans les figures clés, le réchauffement planétaire, mais dans les régions tropicales, ce qui affecte le plus, par exemple, les risques ou l'activité agricole, ça va être les changements de pluviométrie. Et donc, on nous avait demandé, évidemment, de mettre au même niveau les changements de précipitation. C'était logique. Mais si on n'avait pas cet espace-là de dialogue, on n'aurait pas forcément bien anticipé ce qui était pertinent dans différents pays. Donc, ça montre un peu le côté co-construction. L'intelligence collective. Et donc, on est venu me chercher, par contre, après. Donc, moi, j'avais promis à mon mari que c'était bon, que c'était fini, que ça avait pris beaucoup de temps. Et en fait, donc c'est le point focal. Donc, celui qui représentait la France à l'époque et qui cherchait une candidature pour le 6e cycle d'évaluation. Okay. Et donc, ils avaient retenu, je pense, à peu près 6 personnes qui avaient été approchées comme moi. Donc, au début, j'ai dit non, puis après, j'ai réfléchi, puis après, je me suis dit... Au début, t'as dit non ? Ah oui, directement. Tu voulais garder une vie ? Je voulais, et puis j'étais pas sûre d'avoir les compétences pour le faire, donc gros doute. Et après, j'avais peur de perdre le temps pour faire ma propre recherche. Alors ça, c'était assez vrai en fait. Oui. Et puis, mais après, je me suis interrogée, j'ai réfléchi à ce que j'aurais eu envie de faire différemment. Ce que je pouvais apporter, notamment sur des points qui me tiennent à cœur, la pédagogie par exemple. Et donc j'ai effectivement envoyé mon CV et puis une page qui décrivait comment moi je voyais ce que je pouvais apporter pour ce cycle. Voilà mes conditions. Je sais pas comment ça a fonctionné, mais au mois d'août, on m'a appelé en me disant voilà, votre candidature est retenue pour une élection qui avait lieu 1 mois et demi après. Trop bien. Et après, comme j'étais la seule candidate d'un pays développé à cette fonction, j'ai été assez facilement élue parce qu'il faut une personne d'un pays développé, une personne d'un pays en développement. Un rapport du GIEC, effectivement, c'est beaucoup plus collectif que ce que j'imaginais, avec littéralement des milliers de scientifiques du monde entier qui compilent des milliers d'études. Donc c'est à la fois un bijou d'intelligence collective, et moi perso c'est mon pire cauchemar. On a tous fait des exposés de groupe au collège, au lycée ou dans le supérieur. Déjà à 4 c'était horrible, alors avec 1000 personnes qui font des commentaires sur Excel, entre ceux qui ont de l'ego, ceux qui glandent rien, ou la barrière de la langue des fois j'imagine. Tu dois mettre 1000 ans pour choisir chaque mot, non ? Alors, comme coprésidente, moi, j'étais amenée à sélectionner les auteurs des rapports.
Et donc, par exemple, pour la partie physique du climat, on a eu 1000 candidatures, donc les CV, etc. Et puis, on a retenu 234 scientifiques. Et donc là, c'est comment on assemble un groupe humain. Donc, les exigences, c'est un renouvellement aux 2 tiers. Donc, un tiers qui a déjà eu l'expérience, ça aide, en fait, ça gagne du temps. Mais 2 tiers qui arrivent tout frais pour l'exercice. C'est un équilibre dans la diversité régionale. Okay. Pour pas mais on est contraint par l'effort de recherche qui existe dans les différentes régions du monde. Un équilibre de genre, 30% de femmes, c'est pas génial, mais ça reflétait les candidatures qu'on avait et les femmes en physique au niveau mondial. Et puis moi j'ai été très attentive aussi à l'équilibre entre générations, c'est-à-dire avoir des jeunes scientifiques hyper brillants, hyper pointus, et puis des plus vieux qui ont du recul, qui ont déjà fait des revues plus profondes de l'état des connaissances. Et donc c'est un énorme travail pour assembler les équipes pour chaque chapitre, 2-3 coordinateurs, une quinzaine de scientifiques, pour s'assurer que ça couvre bien toute l'expertise. Et puis les scientifiques, c'est des humains, on prend ceux qu'on pense être les meilleurs du monde, on les met ensemble, on secoue, puis ça marche pas. Il y a des tensions, il y en a qui ont des bonnes idées qui sont pas écoutées par les groupes, parce qu'en fait on a tous les biais de culture, de pratique. Donc dans la culture anglo-saxonne, les gens sont très à l'aise avec un mode horizontal de travail, s'exprimer quand il y a un brainstorming. Mais dans les cultures plus, on va dire, traditionnelles, dans les pays arabes, dans les pays asiatiques, il y a plutôt une attente d'un signal envoyé par la hiérarchie qu'on donne la parole. Okay. Et puis si les gens donnent une bonne idée puis qu'elle n'est pas entendue, et puis que si la bonne idée est reprise par quelqu'un qui a plus d'aplomb, là elle est reprise, c'est frustrant. Et le fait de ne pas être écouté dans ce genre de processus où on a des biens inconscients, ça peut conduire certains à se désengager. Donc nous, on a été chercher des compétences en fait de pratiques inclusives, participatives, pour aider chaque groupe à trouver les manières de travailler ensemble pour que ça marche le mieux possible. Il y a des gens qui n'arrivent pas, qui ont trop de contraintes professionnelles, qui n'arrivent pas à avoir aussi le temps de lecture de toute la littérature qui existe. Ouais. Donc il faut les aider, il faut les accompagner, et puis des fois c'est trop difficile. Il y a des gens qui font parfaitement ce qu'on attend d'eux, puis il y a des gens qui s'investissent, parce que c'est une chance aussi de participer à quelque chose de collectif. On l'a pas toujours en fait dans la pratique quotidienne. Et donc il y en a qui s'épanouissent vraiment dans ce côté d'émulation, de débat, d'être vraiment à l'avant-front de la maturation des connaissances. Aujourd'hui, je voulais pas faire une interview sur un état des lieux du climat. Parce que il y a déjà plein d'épisodes sur Soif de Sens, et toi, tu as fait j'allais dire des centaines, mais peut-être des milliers d'interviews passionnantes, faciles à trouver sur YouTube ou votre appli de podcast. Mais j'étais obligé de te poser au moins une question dessus. Du coup, désolé parce que c'est très dur de répondre brièvement à une question aussi large, mais je sais que tu l'as déjà fait. En 2024, grosso merdo, on en est où sur le climat ? On a un changement climatique qui s'intensifie, qui est dû aux activités humaines, avec des conséquences qui s'aggravent. On avance lentement derrière un climat qui change vite, donc on réagit, on s'adapte, mais le rythme d'adaptation, il n'est pas suffisant pour limiter les pertes, les dommages, les risques, avec par exemple les agriculteurs en première ligne. Et on voit maintenant des nouveaux risques émergents qu'on ne voyait pas avant, notamment liés à la montée graduelle du niveau de la mer, des choses plus insidieuses. Après, ce qu'on peut aussi dire, c'est que, moi je dis toujours, on a une action pour le climat qui monte en puissance. On a réussi à éviter d'émettre plusieurs milliards de tonnes de gaz à effet de serre chaque année dans l'atmosphère. Donc on est plutôt sur une hausse qui se ralentit des émissions, voilà. Mais on n'est pas encore au niveau mondial à un pic et une baisse franche. Et donc, on va avoir un réchauffement qui va continuer à se poursuivre. Et donc, les enjeux, c'est aller plus vite pour déployer les solutions qui permettent de réduire les émissions partout dans le monde. Et on peut le faire. Et après, la deuxième chose, c'est le besoin des connaissances sur à quoi on peut s'attendre pour en tenir compte dans la société, mieux se préparer et être aussi plus solidaire par rapport à ceux qui ont des contraintes par rapport à leur capacité de réponse. Toi, moi, j'aime beaucoup ça dans ton discours, que toi, tu parles beaucoup du social, des inégalités, de traits intersectionnels et inclusifs, et je trouve que c'est assez rare dans la recherche. Oui, puis ce qu'on voit partout, c'est qu'il y a des solutions qui existent. La difficulté, c'est pas d'identifier ce qu'on peut mettre en œuvre, c'est comment le faire d'une manière qui soit perçue comme juste. Et dès que c'est perçu comme injuste, ça fait des contre-réactions. Ouais. Et donc on voit bien, en France comme partout ailleurs, qu'on est sur des enjeux de mise en œuvre, de politique publique, de gouvernance, et de rendre accessible ces leviers d'action à chacune et chacun. Aujourd'hui, les rapports du GIEC, donc c'est une référence pour tous les décideurs. Chaque mot, je pense, dans le rapport, peut-être pas chaque mot, mais les mots-clés, on va dire, peut influencer des décisions de gouvernement ou de multinationales, donc potentiellement changer des milliers ou des millions de vies.
Comment est-ce que toi, tu as vécu cette pression ou cette responsabilité ? Ouais, il y a cette charge mentale qui est la suivante. Si chaque auteur des rapports fait bien son boulot, le truc est parfait, on n'a rien à faire. Si par contre il y a une erreur qui se glisse ou un truc qu'on n'a pas anticipé, qu'on n'a pas couvert et qui est important, c'est notre responsabilité pour les membres du bureau du GIEC en fait, qui sont chargés de superviser les rapports. Donc du coup, ça demandait d'être très vigilant sur la veille scientifique, mettre à l'attention des auteurs des choses qu'on voyait arriver et qui étaient importantes à intégrer, parce que c'est eux qui rédigent, c'est pas nous. C'est aussi la deuxième chose, c'était bien anticiper les besoins. Alors pas seulement les besoins des négociateurs internationaux, mais moi j'ai beaucoup pensé aux gens qui, par exemple, sont ingénieurs dans des entreprises, dans des collectivités, donc ont des compétences techniques et ont besoin d'une information précise sur le changement climatique passé et à venir pour éclairer leur prise de décision. Donc je pensais à ça dans la rédaction. Je pensais aussi à ce qu'on peut faire, nous, pour pas simplement faire des trucs hyper techniques de 3000 pages absolument impossibles à lire pour une personne normale, mais comment on peut aussi dégager des fiches de synthèse de 2 pages par région, par secteur. Comment on peut faire un atlas interactif, c'est ce qu'on a fait. Comment on peut faire un résumé pour tous, écrit en langage plus clair, et donc contribuer à la littératie climatique, c'est-à-dire faire en sorte que on démocratise finalement ces connaissances, qu'on puisse plus facilement se les approprier, comme des clés pour être à la fois des citoyens avertis, puis moi je dis toujours des acteurs en fait, des acteurs de transformation à porter. Voilà. Donc moi j'avais ça en tête. Qu'est-ce que j'ai fait à ma fonction ? J'ai relu chaque version de chaque chapitre de 3 rapports spéciaux, des rapports que j'ai supervisés, mais aussi des autres groupes de travail, parce que pour m'assurer de la cohérence. Donc c'est 3000 pages, un rapport complet, 500 pages, un rapport spécial. Donc j'ai beaucoup relu, envoyé mes commentaires. Il y a aussi dans le travail une forme de diplomatie scientifique, qui est pas simplement la rigueur de l'évaluation, mais aussi le fait d'anticiper qu'est-ce qui va être pertinent dans le contexte, par exemple, des négociations climat. Il y a le respect qui est dû à chaque personne et comment on peut créer les conditions de la confiance. Et pour moi, en fait, le point clé, vraiment, c'est comment on pouvait créer avec les auteurs des rapports un esprit collectif, un peu comme on avait sur l'émission polaire. Donc, on est là, un peu comme une petite communauté. On va devoir travailler ensemble pendant longtemps, en se respectant, en faisant attention aux uns et aux autres, et puis faire en sorte qu'à la fin, le résultat, il reflète de manière juste ce que les contributeurs ont voulu y faire. Et là, j'ai fait très attention à ce que les auteurs des rapports, par une approche du bas vers le haut, contribuent à réfléchir aux messages clés qu'ils voulaient partager, et que ce soit pas moi qui les impose ou quelque chose comme ça, mais que ce soit vraiment leur travail collectif en l'accompagnant pour qu'ils puissent le porter. Et c'est ça qui est puissant, c'est quand en fait chacun des 234 scientifiques du monde entier et envie de porter ce message dans tous les contextes, dans l'enseignement, dans les interactions avec des décideurs multiples. C'est ça qui est puissant. C'est pas un truc, des éléments de langage d'un politicien. C'est autre chose, en fait. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur l'impact que les rapports du GIEC ont pu avoir ? Ça te fait rigoler ? T'as pensé à des trucs ? Que ce soit un mauvais élève, Non, j'ai un peur bon avec élève, anecdote toujours, en fait. Ah oui, ok. Tu n'es pas obligé de nous balancer des gros dossiers, mais... Donc, des anecdotes sur les interactions avec les décideurs. Ça peut être autant, je sais pas, quand tu fais une formation de 30 minutes à Macron qu'à un patron de multinationale, qu'à une école, ou enfin voilà. Moi, j'ai encore tendance à surestimer le niveau de compétence de mes interlocuteurs sur la question climat. Et en fait, plus le niveau de responsabilité est élevé, plus les personnes sont amenées à gérer des tas de trucs très complexes de plein de domaines différents, moins ils sont spécialisés dans chaque chose. Et en fait, c'est des quiches sur le climat, c'est ça ? Donc, il faut pas surestimer ce qu'ils savent. Oui. Et souvent, j'ai pas le temps de pouvoir explorer ce qu'ils savent déjà. Alors, je l'ai fait parfois, dans certains contextes, quand on m'avait demandé d'interagir avec des décideurs, mais pas en public. J'arrivais parfois avec un quiz en 10 questions. Et alors, c'est très, très frustrant. Je me souviens d'un ancien ministre de l'Éducation nationale. Malheur. Ah ouais, tu te dis, ok, voilà. pour repartir et donc, du coup, les gens glanent des choses par l'actualité, la lecture de la presse, en fait. Mais finalement, c'est très superficiel. Et donc, du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est aider les personnes à situer ce qu'ils ont déjà en tête dans une image d'ensemble qui, après, peut donner sens aux bribes d'actualité suivantes. L'image que je donne, c'est un tableau impressionniste. Vous voyez ce que je veux dire ? Où on en est ? Quels sont les futurs possibles ? Comment accélérer l'action ? C'est ce que je fais.
Et j'essaie de construire, on prend du recul, on regarde cette image-là, un peu comme, vous savez, vous allez nez sur une tache de couleur, vous comprenez pas trop, vous l'éloignez, vous voyez l'image d'ensemble, et après quand il y a une nouvelle tache de couleur, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, c'est comme ça que je vois le rôle que j'ai pu avoir. Et donc les anecdotes, je pense qu'une que j'aime bien, c'est une intervention dans un mode informel du Conseil de sécurité de l'ONU, donc à New York. Mais pendant les confinements, donc moi j'étais en fait dans la chambre de ma fille, dans ma petite maison de l'Essonne, avec ses bouquins et ses trucs d'enfants derrière, et puis le truc très formel, type ONU derrière, et c'était vraiment important parce que c'est une réflexion, est-ce que les enjeux climat c'est un enjeu de sécurité? Et c'était notamment porté par le Vietnam sur la montée du niveau de la mer. Le Vietnam ayant une grande zone de delta agricole et faisant partie des régions du monde particulièrement concernées en fait par les conséquences inexorables de la montée du niveau de la mer. Et donc là, c'est typiquement 10 minutes pour présenter les points clés, répondre à des questions qui sont parfois impromptues ou pour lesquelles il faut aller très vite, être capable d'aller chercher des informations, même dans le rapport au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Parce que là, ça changeait de dimension, c'était pas le cas de négociation climat. C'était aussi les enjeux de sécurité, en fait, même parfois d'habitabilité de certaines régions. Eux, ils t'ont pas demandé des anecdotes, le Vietnam Et après, donc, j'ai aussi le souvenir d'avoir présenté les rapports du GIEC en format très onusien, donc sur place, notamment à différentes COP, la COP 24 en Pologne. C'était le rapport sur 1,5 degré, qui avait été très compliqué à rédiger. Parce que d'un côté, on a des pays très vulnérables qui ont envie qu'on limite le réchauffement au niveau le plus bas possible, puis de l'autre, ceux qui dépendent des énergies fossiles, qui ont envie de tergiverser et d'en mettre le plus possible sur le marché. Je caricature un peu, mais c'est ça. Et à l'époque, ça avait été très difficile, l'approbation de ce rapport. On avait réussi à le faire. Donc vraiment, c'était, je trouvais scientifiquement quelque chose de fort. Et par contre, il avait été enterré à la COP24, donc on l'avait présenté, répondu aux questions, puis après, moi j'ai vu en fait les représentants de la Russie de Poutine, de l'Amérique de Trump, de l'Arabie Saoudite de l'époque et du Koweït sortir tous les éléments de ce rapport complètement du champ formel des négociations. Donc il n'en restait rien dans les décisions finalement. Et c'est re-rentré à la COP26 à Glasgow, où là les diplomates britanniques ont vraiment mis l'accent sur la science. Comment toi t'as vécu le changement de rôle de scientifique à un peu, j'ai l'impression, maîtresse de classe du monde, où moi je te vois trop comme, je caricature un peu, mais comme une maîtresse de CM2 où t'es ah bon les enfants, allez, Manu Macron et Joe Biden. Il y a un petit côté sexiste dans l'image de la femme compétence qu'on ramène à un rôle de maîtresse d'école. Est-ce que tu avais des mauvais souvenirs? On se met en rang 2 par 2, on écoute la science et on arrête d'écraser les fourmis, ok? Alors c'est pas du tout comme ça en fait, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire on respecte le processus onusien, le rôle des gouvernements, on est à leur disposition, on répond à leurs questions. Ou un séminaire de rentrée gouvernementale, la chance de pouvoir m'exprimer devant tous les ministres d'un gouvernement, c'est pas donné à tous les scientifiques, c'est vraiment une chance d'avoir même 20 minutes en fait pour exprimer avec mes mots. C'est une bonne charge mentale en fait, mais c'est aussi une chance. Et l'enjeu c'est comment trouver les mots, comment être clair, comment pas passer à côté de ce moment-là en étant trop technique ou trop généraliste, comment ancrer les choses dans quelque chose qui touche le vécu aussi des personnes. Et c'est ça que je trouvais difficile en fait. Ouais. Donc c'était pas du tout me placer dans un rôle de maîtresse d'école du tout, c'était me placer dans un rôle d'ambassadrice, de passeuse de science, essayer de les rendre accessibles, essayer de leur donner envie de s'appuyer dessus, d'en savoir plus. Et pour beaucoup de décideurs politiques, par leur parcours, par leur expérience, ils ont du mal en fait à voir la particularité de la démarche scientifique, la rigueur, différencier ça d'une opinion par exemple ou d'une idéologie. Ouais. Et donc du coup, c'est une chance et un défi d'arriver à le donner à voir et notamment d'être à la hauteur de tout le travail qui est fait derrière. Okay. Je dois t'avouer un truc, je suis fâché avec la physique-chimie. J'ai fait un bac ES économique et social en partie parce que ça me permettait de ne plus avoir de cours de physique en première et en terminale. Et l'écologie, le climat, ça peut vite être technique, jargonneux. Pourtant, je pense que vous avez réalisé depuis qu'on a commencé. Toi, quand on t'écoute, c'est super clair, c'est simple. Moi, en tout cas, je me sens plus intelligent. Je sais pas si vous aussi, mais... Alors moi, j'ai un souvenir complètement différent de la physique. Ouais. Et moi, la physique, c'est ce qui permet de comprendre le monde, en fait. C'est comme ça que je l'ai perçu, qui donne sens. Mais comme l'histoire, comme la géographie, comme plein d'autres choses. Au-delà des équations et du côté évaluation sur la capacité de calcul, moi, c'était vraiment ça qui m'a fascinée.
Je veux juste en profiter pour dire que on a besoin de plus de gens dans les parcours scientifiques. Sciences de la vie et de la terre, physique, chimie, maths, informatique, et l'application à 2 choses. Faire avancer les connaissances, ça c'est la recherche académique, mais aussi pour beaucoup des leviers d'action sur le climat, l'adaptation, la gestion de risques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. Il y a un volet d'innovation technologique, il y a un volet aussi de solutions qui s'appuient sur les écosystèmes, comment le mettre en œuvre, comment le faire intelligemment. Puis après, il y a toute une dimension sociale, y compris d'efficacité, de sobriété. Et on a besoin de formation scientifique, et un des effets dévastateurs de la réforme du lycée, ça a été de décourager beaucoup de jeunes filles des études scientifiques. Donc s'il y en a qui s'intéressent à l'écologie, qui écoutent ce podcast, moi j'ai plutôt envie de les encourager en fait. Ah bah grave. Allez-y, gardez les maths jusqu'à la fin de la terminale, c'est dur, mais en même temps ça ouvre des portes, et si on arrête les maths, on les ferme, malheureusement. Effectivement, moi j'ai une immense admiration pour les gens capables de vulgariser, de rendre accessibles des choses compliquées, et en plus de faire ce travail colossal d'éducation populaire, notamment sur l'écologie. Alors oui, le GIEC, c'est évidemment un travail collectif. Mais en préparant l'interview, moi vraiment, je réalisais à quel point on a vraiment beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme toi en France. Parce que pour moi, tu incarnes un peu ce que c'est une vie réussie, une vie pleine de sagesse. Bon, je connais pas toute ta vie privée ou quoi, mais... Un parfait équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. Ça, je sais pas, on demandera à ta famille. Mais de courage aussi, parce que t'oses t'associer à des militants, etc., pour défendre ce qui est juste. Alors, je voulais juste prendre le temps de te dire merci. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Et tu as donné des centaines et des centaines de conférences et d'interviews. Tu as écrit des livres pour enfants, pour adultes, tu as créé des expos même sur le climat. J'avais une dernière question, parce que tu viens ici un samedi soir, alors qu'effectivement tu habites en banlieue, tu viens en RER pour... Bus, RER et métro là. Wow. Et j'ai pas osé prendre mon vélo parce que... Ouais, on t'en veut pas. Quand est-ce que tu dors en fait? En fait, je dors assez bien et je dors la nuit. Et j'ai même un problème, c'est que je peux pas dormir si j'ai pas lu. Donc en fait, je lis beaucoup et je dors un petit rapport du suffisamment. GIEC, Je recommande, si vous avez des problèmes d'insomnie. Trop bien. Merci beaucoup Valérie pour ce beau moment. Et pas de bol pour toi, parce qu'on enchaîne tout de suite avec un enregistrement de Soif de joie avec Valérie qui sortira la semaine prochaine. Ciao Valérie, ciao tout le monde, à dimanche prochain.